Cette vidéo est une introduction à une série de vidéos sur les fondements et bases des mathématiques, présentées d'une façon un peu plus détaillée et mieux illustrée, avec des démonstrations simplifiées et avec plein d'animations. Ensemble, nous essayerons de comprendre l'essence et l'origine des formules et outils mathématiques qu'on utilise souvent en les développant plus en détail. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas aussi lourd et ennuyeux comme les séances de cours de maths. J'espère que ça sera un peu plus amusant. Cette série n'est pas restreinte ou dédiée à un niveau scolaire spécifique, mais il est là pour que n'importe qui peut comprendre et acquérir les connaissances nécessaires du domaine et découvrir la beauté des mathématiques. Le programme de cette vidéo débutera par la compréhension de la notion d'ensemble en mathématiques. Puis nous attaquerons chaque ensemble séparément en définissant sa construction et les éventuelles opérations pouvant être effectuées entre ces éléments. Afin de ne pas surcharger la vidéo, nous allons la découper en 3 parties. Et je vous encourage de regarder les 3 vidéos pour avoir une compréhension assez complète du sujet. Sans plus tarder, mais c'est quoi ce fameux ensemble? Devinez quoi? Ce chapitre, vous le connaissez presque déjà tous d'une façon intuitive, puisqu'il s'agit là d'un concept primitif et on va juste ici raffiner vos connaissances et préciser quelques notions sur les ensembles. Imaginons dans un univers, vous avez plein d'objets, disons des boules. Ces objets ont quelque chose en commun, n'est-ce pas? C'est leur forme, bien sûr. Donc, on peut les rassembler et dire qu'on a entre les mains un ensemble de boules. Ces mêmes boules, on peut les réarranger en d'autres groupes. Disons que cette fois, nous les trions ensemble selon leur couleur. Nous construisons alors 3 autres petits ensembles, mais n'oublions pas qu'ils font partie déjà de l'ensemble des boules. On a alors un ensemble de boules rouges, puis un ensemble de boules bleues, et enfin un ensemble de boules violettes. Sachez que les mathématiques ne sont rien d'autre qu'un langage pour s'exprimer, calculer et raisonner rigoureusement. C'est pourquoi elles sont connues par un ensemble de notations utilisées pour être concis et formels dans les énoncés et les démonstrations. Par ailleurs, vous verrez au fur et à mesure que nous avancerons dans cette série que le formalisme en symbole lève toute ambiguïté sur les propositions et nous permet d'avoir qu'un unique sens. Ainsi, au lieu de dire un ensemble de boules, nous allons simplement le noter avec la lettre E majuscule. La même transformation peut être appliquée aux autres ensembles que nous avons créés. Par exemple, l'ensemble de boules rouges, nous avons juste besoin de le noter avec grand R, étant la première lettre du mot rouge. Imaginez maintenant que notre univers est ce rectangle blanc et essayons de créer un autre ensemble par ses constituants. Vous me direz qu'il n'y a rien dans ce rectangle. Et vous avez raison, il n'y a rien. Du néant. Dans ce cas, on crée un ensemble sans objet dedans, on dit que c'est un ensemble vide. Rappelez-vous qu'en maths, on représente des choses par des symboles, et dans ce cas, on note cet ensemble par un 0 barré. Revenons maintenant à notre ensemble de boules. Si nous prenons le sous-ensemble des boules rouges, c'est-à-dire l'ensemble R, qui est contenu dans l'ensemble E, on voit qu'il contient 4 boules qu'on appelle les éléments de R, où chaque élément, une boule, est contenu dans son ensemble R. On symbolise cette phrase en notant par exemple cet élément par B3 pour dire la boule numéro 3. Et le mot appartient par le symbole epsilon ou E en grec. Vous voyez là l'élégance des mathématiques. Au lieu de dire toute la phrase « la boule rouge 3 est dans ou est un élément de l'ensemble des boules rouges »,
on écrit simplement B3 appartient à R. Si on prend la cinquième boule, on écrit V5 appartient à V. Mais cette même boule violette, on sait qu'elle n'appartient pas à l'ensemble des boules rouges, puisqu'ils n'ont pas la même couleur bien sûr. Et dans ce cas, on symbolise la non-appartenance par ce même epsilon ou E en grec, mais barré. Et on dit que l'élément V5 n'appartient pas ou n'est pas dans R. En continuant par l'abstraction des concepts, on peut oublier notre représentation par une image ou un dessin des ensembles de boules comme on a fait jusqu'ici, et le remplacer par les symboles lui correspondants. Et vous voyez, à la place de longues phrases peuvent dans certains cas mal décrire les choses, on a des symboles qui décrivent mieux les propositions d'une façon compacte et rigoureuse. Maintenant, si vous avez bien compris, vous pouvez me dire que l'ensemble R appartient à l'ensemble E. Mais pas tout à fait correct. Nous ne parlons pas d'appartenance ici, car maintenant nous avons un ensemble dans un autre. Et pour être plus précis, dans ce cas, nous disons qu'il est inclus. Et il existe un symbole pour cela, le U incliné vers la droite. Alors faites attention, un ensemble peut être un sous-ensemble, ou inclus, ou fait partie d'un autre ensemble, mais pas appartient. Et nous utilisons le symbole d'inclusion. Voilà, cela devrait suffire pour l'instant pour la notion des ensembles, mais sachez que ce sujet constitue le fondement des mathématiques modernes. Il reste encore beaucoup plus de formalisme et notions qui sortent du cadre de cette vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo dédiée à la théorie des ensembles qui sera beaucoup plus complète et couvrira ce sujet plus en profondeur. Récapitulons ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. On a vu, un ensemble est une collection, un regroupement ou rassemblement d'objets bien définis et généralement de même espèce. Et on a défini un ensemble par deux accolades délimitant les éléments de cet ensemble. Ils sont séparés les uns des autres par une virgule. Et nous avons appelé éléments ou membres de l'ensemble les objets appartenant à cet ensemble, que nous l'avons noté à l'aide du symbole epsilon ou le E grec. Et pareil, pour noter la non-appartenance, on a utilisé le même symbole mais barré. Enfin, on a vu la notion de l'ensemble vide qui est un ensemble qui ne contient aucun élément. Passons maintenant au deuxième chapitre. Ce chapitre aborde l'une des bases fondamentales des mathématiques, qui est l'ensemble des nombres naturels. Pourquoi est-ce si fondamental? Eh bien parce que cet ensemble sert de brique de base de construction à d'autres ensembles beaucoup plus intéressants et que nous verrons plus loin. Comme il est également la base de l'arithmétique et qu'il conviendrait donc de le définir suffisamment rigoureusement. L'idée du nombre entier vient lorsqu'on crée un groupement d'objets de même espèce. Prenons par exemple cet ensemble de formes géométriques. On a un cercle, puis un losange, puis un pentagone, puis un autre, et encore un autre. Vous remarquez, à chaque fois que la quantité grandit, l'ensemble n'est plus le même, donc il a davantage d'objets. Donc, à un objet que l'on désigne par le symbole le chiffre 1, on lui ajoute un autre objet. Et cette fois, on le représente avec un autre symbole, le chiffre 2, pour dire qu'on a un objet et un autre de même espèce. En continuant de la sorte et en conséquence, un nombre entier peut être considéré comme représentant un groupement d'unités, tel que chacune de ces unités correspondent à un objet de la collection. Sans oublier d'introduire un symbole pour la non-existence ou la non-présence de ces objets dans leur univers, et ceci par le chiffre 0. Ainsi, le groupe formé est caractérisé par des nombres, qui sont considérés dans le même ordre que l'ordre des objets successivement obtenus,
constituant la suite de nombres naturels. L'ensemble des nombres naturels est noté avec un grand N, l'initiale du mot naturel. On peut définir également un sous-ensemble de n en le privant ou en enlevant le chiffre 0. Nous le notons par n avec un signe étoile en haut à droite de celui-ci. D'ailleurs, le signe étoile devant n'importe quel ensemble signifie toujours qu'il ne contient pas le nombre 0 ou généralement l'élément neutre de cet ensemble. L'écriture mathématique pour dire qu'on élimine ou qu'on prive un élément d'un ensemble se fait par la barre oblique au slash et pas par le signe moins que nous réservons aux opérations. Il faut noter que l'ensemble des entiers naturels ne résulte pas d'une définition mathématique, mais plutôt d'une prise de conscience du concept de quantité dénombrable. Les naturels avaient pour objet, au début de leur existence, de dénombrer ou compter des quantités et des choses de la nature autour de nous. Nous allons maintenant introduire un autre ensemble, qui est l'ensemble des entiers, mais cette fois-ci qualifié de relatif. Imaginons que nous avons un ascenseur qui monte et descend dans un bâtiment, et en supposant que le niveau du sol est ici, ou ce qu'on appelle le rez-de-chaussée. Intuitivement, nous pouvons numéroter les étages se trouvant au-dessus du rez-de-chaussée, qui est le niveau 0, par 1 pour le premier étage, 2 pour le deuxième, 3 pour le troisième étage, et ainsi de suite. Pour les étages du sous-sol, ils sont numérotés de la même manière, mais en ajoutant une autre information pour dire que ces niveaux sont en bas ou au-dessous du rez-de-chaussée 0. En effet, pour le premier étage sous-sol, on le note -1, deuxième -2, troisième étage sous-sol -3, et ainsi de suite. On construit alors un autre ensemble contenant cette fois-ci les nombres naturels qu'on a vus, ainsi que d'autres nombres avec des signes moins devant eux. Ceux-ci sont appelés les nombres relatifs. Leur ensemble est noté par grand Z, l'initiale du mot allemand Zahl, qui veut dire le nombre en allemand. À noter que les éléments de cet ensemble sont ordonnés. Nous avons donc des nombres au-dessus de 0 et d'autres au-dessous, ce qui nous amène à les représenter sur une droite graduée en mettant les nombres les plus petits à gauche et qui augmentent graduellement et progressivement vers les grands nombres à droite. Cette représentation s'appelle la droite numérique ou l'axe des nombres. Sur cette droite, on distingue le 0, qui est l'origine de l'axe et qui divise l'ensemble des nombres en des nombres dits négatifs à gauche, distingués par leur signe moins, c'est-à-dire ce sont ceux qui sont sous le 0, et les nombres dits positifs se trouvant à droite de l'origine. Une propriété remarquable est que tout élément de Z admet un opposé. Par exemple, le nombre -5 a pour opposé 5. Et remarquez que si nous additionnons ces deux nombres, nous trouvons 0. Nous avons aussi le posé de 3 et -3, et ainsi de suite. Donc, pour retrouver l'opposé, c'est assez simple. Ajoutez un signe moins s'il n'est pas présent devant le nombre, ou supprimez-le s'il existe. Et on a en général n'importe quel nombre x dans Z admet un opposé qu'on note -x. Cette propriété distingue Z de n, ce qui a pour conséquence que l'opération de la soustraction, que nous verrons bientôt, de deux nombres relatifs est toujours possible dans Z. On remarque alors que l'ensemble Z est composé de deux sous-ensembles. L'ensemble des entiers négatifs noté Z- et un autre ensemble complémentaire noté Z+, pour les entiers positifs. De plus, on trouve que le nombre 0 est contenu dans ces deux sous-ensembles, donc c'est un élément commun. Et on dit que l'intersection de l'ensemble Z+ avec Z- est l'élément 0, qu'on note ainsi avec ce U inversé. Et évidemment, si on combine les deux ensembles, on obtient l'ensemble Z en complet. On dit Z- union Z+ donne Z. Et remarquez qu'on l'a noté par le U pour dire union. Notez également que Z+ ressemble à un ensemble qu'on a déjà vu. Et oui, c'est N. Donc, puisque Z+ fait partie de Z, nous concluons que N est une partie ou un sous-ensemble de Z.
Et vous vous souvenez que nous avons noté l'appartenance des ensembles par ce U incliné vers la droite. Passons maintenant à la deuxième partie de ce chapitre, où nous couvrirons et étudions les opérations et les règles de calcul des nombres dans l'ensemble Z. Sans plus tarder, commençons par l'addition de deux entiers relatifs. Vous vous rappelez? On a dit plus tôt qu'il y a des nombres positifs et d'autres nombres négatifs, avec un signe moins devant eux. Par conséquent, on aura deux règles pour les additionner ou pour faire la somme. La première, c'est lorsque ces deux nombres sont de même signe, c'est-à-dire soit les deux positifs ou les deux négatifs. Alors, on les additionne tout simplement sans leur signe, puis on précède le résultat du signe commun. Prenons l'exemple de 8 plus 3. Vous remarquez que ce sont tous les deux positifs. Donc, ajoutons 8 à 3 et le résultat est 11, qui va prendre le signe plus pour dire que c'est positif. Notez qu'on omet d'ailleurs ce plus, puisque ce n'est pas la peine de le mettre, on comprend que c'est positif. Un autre exemple, cette fois-ci, les deux sont négatifs. Donc, on additionne 2 avec 7, ce qui nous donne 9, et on lui ajoute le signe moins pour dire que c'est un nombre négatif. La deuxième règle qu'on va voir, et je doute que vous l'ayez déjà deviné, c'est lorsque maintenant les deux nombres sont de signes opposés. Cette fois, on soustrait du plus grand nombre le plus petit, et sans tenir compte du signe, puis on ajoute le signe du plus grand nombre. Ne vous inquiétez pas, vous allez le comprendre assez vite, en regardant l'exemple suivant. Prenons moins 5, qu'on lui ajoute 3. Donc on trouve d'abord le plus grand nombre, et sans les signes. Dans ce cas, évidemment, c'est le nombre 5. Et on conclut immédiatement que le résultat sera négatif. Alors, on réalise la soustraction de 5 et 3, ce qui nous donne 2, et on lui ajoute le signe moins. Donc le résultat final est moins 2. Maintenant, si on a plusieurs nombres et qu'on veut les additionner, la règle est simple. On réarrange d'abord les nombres en mettant les nombres positifs d'un côté, puis les nombres négatifs de l'autre. Ensuite, on somme les positifs seuls, puis les négatifs entre eux. On arrive à la fin à une simple addition de deux nombres de signes contraires, et là, on applique la règle qu'on a vue précédemment. Dans ce cas-là, on a le 22 qui est le plus grand et qui est positif. Donc, on retranche le 14 du 22 et on a le 8 positif comme résultat final de la somme. Qu'en est-il maintenant de la multiplication et de la division? C'est encore plus simple. Il faut juste savoir que si vous multipliez deux nombres du même signe, vous obtenez toujours un résultat positif. Mais s'ils sont opposés, le résultat est négatif. Cela veut dire que si le premier nombre est avec un signe plus, fois un autre avec un signe plus, ça donne un signe plus du résultat. Moins fois moins donne plus, puis plus fois moins c'est moins, et ainsi de suite. Donc vous avez compris le raisonnement. Mais je vous conseille de vous rappeler que s'ils sont de même signe, c'est toujours plus, sinon c'est moins. Et c'est beaucoup plus simple que d'apprendre ce fameux tableau de signes. Exemple 8 fois 3 sont tous les deux positifs, donc un nombre positif fois un nombre positif, ça donne un nombre positif. 8 fois 3 c'est 24. Maintenant moins 2 fois 7. Vous voyez donc un nombre avec moins fois un nombre avec plus, donc le résultat sera moins. Moins fois plus c'est moins. Maintenant pour la division, donc c'est la même chose. Donc vous voyez donc 12 sur moins 4, ça va être moins 3 puisque un nombre positif sur un nombre négatif. Enfin, moins 15 sur moins 10, deux nombres négatifs, ça va donner un nombre positif. Le cas de plusieurs termes est encore plus facile à traiter. Ceci se fait en multipliant tous les nombres entre eux sans tenir compte des signes. Puis on détermine le signe du résultat en comptant le nombre de signes moins que l'on a. Si ce nombre est pair, c'est-à-dire multiple de 2, les 2, les 4, 8, 18, etc., cela signifie que le produit final est positif. Si le nombre cette fois-ci de signes est impair, donc pas un multiple de 2, le 1, 7, 11, etc., le produit final est négatif en l'occurrence. Prenez cet exemple et comptons le nombre de négatifs ou de signes moins qu'on a ici. On a 4. Donc on est sûr que le résultat final du produit sera positif. Et il suffit maintenant de multiplier les nombres entre eux, comme vous l'avez appris soit avec une calculatrice ou à la main, et enfin on pose le résultat positif.
D'ailleurs, ne vous prenez pas la tête pour l'instant des simplifications que nous avons faites pour calculer ce produit. Je vous montrerai tout cela dans la deuxième vidéo de comment simplifier des produits, des nombres dans lesquels on combine division et multiplication. Dans le deuxième exemple, vous voyez que le résultat est négatif, puisqu'on a 5 nombres négatifs dans le produit, et qui est évidemment un nombre impair. Je vous propose une explication rapide pour s'en assurer de la validité de cette règle. Imaginons que nous avons plusieurs nombres arbitraires et nommons-les par des lettres A, B, C, et nous avons ici 6 nombres. Donc, si nous prenons leur produit 2 à 2, chaque multiplication de deux nombres de même signe donne un résultat positif. Donc, pas de signe. Et ainsi de suite, on obtient à la fin un résultat positif, car chaque deux nombres négatifs annule leur signe mutuellement. Mais si le nombre est impair, vous remarquez qu'il reste toujours un nombre avec son signe négatif, et donc le résultat final est négatif. Résumons tout ce qu'on a appris dans ce deuxième chapitre. 0 est parfois considéré à la fois positif et négatif, parfois ni positif ni négatif. C'est un cas particulier à part et isolé. Et si vous êtes intéressé, on peut traiter le cas étonnant du 0 dans une vidéo à part. Et pour l'instant, on va juste se contenter de savoir qui est positif et négatif en même temps. Nous avons vu également que l'ensemble des entiers relatifs est constitué des entiers positifs notés par l'ensemble Z+, et des entiers négatifs par l'ensemble Z-. Et nous avons aussi trouvé que l'ensemble n des entiers est un sous-ensemble de Z ou inclus dans Z. Un autre résultat à retenir est que chaque nombre possède un nombre qui lui est opposé dans Z. Gardez également à l'esprit les simplifications que nous pouvons avoir dans les écritures des nombres. Plusieurs signes plus multipliés entre eux revient à un seul signe plus, qu'on peut lui-même leur mettre ou l'ignorer et ne pas l'écrire sans aucun problème, en sous-entendant qu'il est positif. Signe moins devant plus, ou l'inverse, ça revient à un signe moins. Car on sait maintenant qu'un nombre positif fois un nombre négatif est toujours un nombre négatif. Enfin, deux signes moins consécutifs, on peut les remplacer par le signe plus, ou bien l'éliminer, car moins fois moins est plus. Et plus, on peut ne pas l'écrire. Enfin, rappelez-vous des règles de calcul entre entiers qu'on a vues, comme la somme de deux entiers opposés est toujours égale à 0, la somme de deux entiers de même signe est l'addition de ces deux nombres avec leur signe commun, et s'ils n'ont pas le même signe, on fait la soustraction de la plus grande valeur de la plus petite et le résultat prend le signe de la plus grande valeur. Enfin, la multiplication de deux nombres de même signe est toujours positif, sinon il est négatif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que les explications vous auront convaincu et que vous avez appris quelque chose. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas, mettez la cloche pour être averti de mes futures vidéos. Je vous dis à très vite et n'oubliez jamais, always ask science questions.